Bonjour à tous et bienvenue dans Future Leaders sur Madines, le média numéro 1 de l'innovation et de l'entrepreneuriat en France. Future Leaders, c'est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent le monde de demain. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jules Mainviel, fondateur de Horizon, une start-up spécialisée dans la publicité vidéo dirigée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va revenir sur son parcours, la vision derrière son projet et les défis auxquels il fait face. C'est parti. Merci Jules d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors déjà, j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent rien à la télévision connectée, à la publicité, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Horizon? Ouais, bien sûr. Déjà, pour parler du marché dans lequel on est, quand on parle de télé connectée, il faut comprendre l'environnement. On connaît les noms comme Netflix, comme Amazon Prime ou Disney+. Ça, c'est ce qu'on appelle la streaming television ou la télé connectée. On a maintenant aussi des écrans de télé qui sont connectés à Internet, sur lesquels Ouais. on peut installer des applications. Et tout ça, ça crée un nouvel environnement de télévision. Faut savoir que d'un point de vue publicitaire, pour les marketeurs, la télévision a toujours été l'écran le plus impactant, le plus fort, le plus puissant. C'est comme ça, on se souvient tous, petits, de belles campagnes de publicité qu'on a vues. On a la possibilité avec l'écran télé en tant que marque de délivrer un message dans un format long sur un écran qui est immersif. Et c'est ce qui fait que la télé a toujours été l'écran le plus puissant pour la publicité. La télé, elle a évolué, elle continue d'évoluer. Et maintenant, vous, comme moi, comme la plupart des Français aujourd'hui et dans le monde, on utilise des nouveaux formats, ces nouvelles plateformes dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle la télé connectée, ces nouvelles formes de télé. Horizon, ça aide les annonceurs à naviguer dans ce nouvel écosystème. Netflix, Prime, YouTube, toutes ces plateformes-là, tous les écrans de télé ont des applications, des plateformes de diffusion de contenu, long ou court, Mmh. et ça crée un choix incroyable pour les utilisateurs, parfois trop de choix. On a plein de séries, plein de films qu'on peut regarder, des documentaires, des émissions sportives. Et pour les annonceurs, ça devient très difficile de savoir où diffuser. Donc Horizon aide les annonceurs à savoir où diffuser leur campagne de publicité, savoir quels sont les contenus qui correspondent le mieux à leurs objectifs de campagne. OK. Alors vous, vous connaissez très bien le secteur, vous avez, un parcours très riche, vous avez vu plusieurs évolutions, du mobile avec Mozu, à la data avec Augury. C'est quoi le fil conducteur qui relie, toutes ces aventures entrepreneuriales? Je pense que ce qui me passionne le plus, c'est l'évolution des usages, des comportements des utilisateurs. Il y a 15 ans, quand j'ai créé ma première entreprise, c'était l'essor des smartphones. Aujourd'hui, on a tout un smartphone, c'est même plus un débat. Mais à l'époque, Vous êtes c'était toujours une sur la vraie nouvelle vague, en transition. fait? Voilà, c'est la nouvelle vague. C'est comment les nouveaux outils, les nouveaux usages, les nouveaux... on parlait des plateformes tout à l'heure. Donc, viennent créer des besoins nouveaux et créer un chaos dans un marché. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est ce chaos-là, qui arrive avant que ça se structure. Quand les smartphones sont arrivés, c'était, un eldorado, mais à la fois un terrain, complètement vierge. Et Mmh. donc pour un entrepreneur, c'est ça qui est fascinant. C'est comment on arrive, avec une petite entreprise, à, faire sa place, là où il y avait déjà des acteurs de la publicité avant que le smartphone arrive, qui faisaient ça sur le digital ou sur le print ou le hors ligne. Mais c'est vrai que l'apparition du smartphone a créé un nouveau marché, un nouveau chaos où les gros acteurs ont dû se réinventer, les petits acteurs peuvent «s'engouffrer» entre guillemets et créer, des solutions qui répondent aux nouveaux problèmes et Alors c'est justement, ça qui m'intéresse. c'est quoi le moment le plus difficile dans le parcours entrepreneurial? C'est, d'arriver dans un marché, alors moi c'était le cas il y a 15 ans, qu'on connaît pas, où il y a déjà des acteurs en place. Et en même temps, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment, trouver ce qu'on appelle le market fit, donc c'est de dire: «Il y a un problème Mmh. et je vais créer une solution qui répond à ce problème-là». On a un début de solution au début et puis, cette solution, elle évolue au fur et à mesure qu'on rencontre des clients et je pense que le plus dur quand on crée son entreprise pour la première fois, c'est de se sentir légitime, surtout en B2B parce qu'en B2B, on a affaire à des entreprises, en tout cas dans mon cas, qui sont beaucoup plus grosses que la mienne et c'est Mmh. toujours le cas. On travaille avec les plus gros annonceurs du monde, les plus grosses agences mondiales et nos fournisseurs, c'est les plus grosses plateformes du monde. Donc le plus dur quand on arrive là-dedans, c'est de se sentir assez Légitime. légitime,
pour être l'interlocuteur de ces entreprises-là. Et alors, qu'est-ce que l'échec vous a appris que le succès ne vous apprend pas? Parce que j'imagine qu'il y a forcément des échecs dans tout ce parcours entrepreneurial? Ouais, il y a, en 15 ans, Horizon, c'est ma troisième entreprise dans le secteur. All Eyes On, on peut peut-être Ouais, expliquer bien le sûr. petit jeu de mots, c'est sympa. Horizon, ça vient de All Eyes On, en anglais, les yeux rivés sur ou les yeux sur, qui est un petit clin d'œil à une chanson de Tupac d'ailleurs, All Eyes on Me, et qui vient sur le fait qu'il y a une bataille de l'attention autour des écrans. Et donc notre société, c'est All Eyes on TV, et donc c'est comment on arrive à ramener l'attention et donc les yeux sur l'écran de télé qui est en bataille constante avec le smartphone. Quand on regarde une télé, on a toujours un smartphone dans la main ou un ordi sur ses genoux. Et pourtant, cette attention publicitaire, c'est ce que cherchent nos clients, et donc c'est comment on la ramène sur l'écran. Et donc c'est de là que devient le nom. Un nom plein de sens. Et voilà. Sur l'échec, Sur l'échec. Sur l'échec, c'est une bonne question. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses succès aussi dans les deux cas. J'ai créé ma première société en 2010, je suis parti en 2013 la développer à Londres. À l'époque, c'était une question de savoir quel était le marché d'après. Et je pourrais pas dire qu'entre 2010 et 2013, c'était un succès fulgurant en France, mais ça se passait très bien. Et j'ai voulu aller chercher le prochain défi. Et donc, j'ai décidé de partir à Londres à ce moment-là pour conquérir un marché que je connaissais pas du tout. on va revenir sur ça, c'est un peu votre habitude de partir conquérir des Exactement. marchés. Exactement. Je pense que quand on parlait de chaos ou en tout cas voilà, de défis, c'est ce qui, je pense, m'habite en tant qu'entrepreneur. Et donc, le départ à Londres en 2013 a eu un succès mitigé, on va dire. C'est-à-dire que c'était vraiment un marché très compliqué, beaucoup plus concurrentiel que ce que j'imaginais. Un marché domestique du Royaume-Uni et de l'Angleterre qui est beaucoup plus petit que ce qu'on peut imaginer, même s'il y a beaucoup de campagnes internationales publicitaires qui sont gérées depuis Londres. Il se trouve qu'il y a la concurrence des acteurs américains quand ils viennent en Europe, ils viennent à Londres. Et des acteurs européens, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Nordiques, les meilleurs acteurs de tous les pays européens, quand ils ouvrent une deuxième entreprise, enfin un deuxième marché, c'est souvent l'Angleterre. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut persévérer, c'est dur, et c'est qu'il faut aussi savoir ne pas s'acharner parfois. Et donc voilà, il faut partir au bon moment, il faut savoir parfois abandonner ce qui semble être une bonne idée dans un premier temps et remettre ça en cause. Alors, vous avez vécu, donc on l'a dit, l'explosion du smartphone. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui aura un impact encore plus important et waouh? Ouais, le smartphone a tellement révolutionné nos vies, à nous tous, parce que ça a facilité l'accès à internet, aux réseaux sociaux et à plein de choses, qu'effectivement on se dit: «Quelle est la prochaine vague? Quelle est la prochaine transformation?» L'intelligence artificielle, elle se met à notre niveau, c'est une révolution, d'usage, mais qui concerne tout le monde, que ce soit, dans notre façon d'aborder internet. Aujourd'hui, on visite beaucoup moins de sites internet. Tout ce qu'on consomme sur internet est filtré par l'intelligence artificielle. On va poser des questions dans un LLM, dans un chat, qui va nous apporter une réponse sans qu'on ait eu forcément à naviguer 3, 4, 5 sites. Donc déjà, l'intelligence artificielle, elle révolutionne le rapport qu'on a aux médias. Ça crée un internet qui est réduit, qui est filtré par des agents conversationnels. Ça a créé une nouvelle révolution dans la façon de travailler. Je pense que ce soit pour préparer une interview, pour préparer une présentation, pour préparer des réponses à une interview, ou que ce soit pour envoyer un email à un client. Maintenant, tout passe par le filtre de l'intelligence artificielle. Ça va révolutionner notre façon de travailler, notre façon d'embaucher, notre façon de progresser dans nos carrières. Et de façon générale, on dit que c'est la révolution la plus importante depuis l'apparition du feu. Donc voilà, c'est sûr que ça aura un impact qu'on arrive encore pas forcément à mesurer. À quel moment vous êtes dit que dans la publicité, en fait, le véritable problème, c'était la prise de décision et pas l'accès publicitaire réellement? En fait, on a toujours eu différentes vagues dans la publicité. Quand un nouveau média apparaît, la première question qu'on se pose tous, c'est comment je peux faire pour y accéder en tant qu'entreprise. Donc, comment je peux faire pour diffuser ma publicité dans des environnements de télé connectés, dans de la streaming télévision. Aujourd'hui, cette question-là, on est déjà à une deuxième phase. C'est-à-dire, c'est assez facile. N'importe qui avec une carte bleue peut faire une publicité. Peut-être pas sur Netflix, mais en tout cas sur des plateformes
Mmh. généraliste de streaming avec un petit budget publicitaire. C'est pas tant ça la complication. Pareil sur les réseaux sociaux. La question, c'est comment je décide de où faire cette publicité. Quels vont être les signaux que je vais pouvoir utiliser pour prendre la bonne décision. Et donc, c'est ça ce qu'on adresse aujourd'hui. C'est pas tant de dire, grâce à nous, vous pouvez faire une publicité sur la télévision connectée. C'est plutôt de dire, on va vous aider à décider quel est le bon endroit où diffuser cette Parce publicité que et quels sont les généralement, signaux. c'est des équipes qui prennent ces décisions. Exactement, la décision, elle se fait avec différents procédés. On va avoir des personnes dans l'équipe de l'annonceur et de son agence média qui fait la stratégie et la recommandation d'achat publicitaire, qui vont regarder différents signaux, soit des campagnes précédentes, soit de leurs objectifs de campagne publicitaire, pour savoir où mettre leur budget entre telle plateforme, tel média d'abord, donc entre la télé, la radio, la presse, etc. Puis ensuite, une fois qu'on a décidé qu'on allouait tant à la télé, quelle part à la télé linéaire, quelle part à la télé connectée, et au sein de la télé connectée, quelle part sur chacune des plateformes. Si on devait vulgariser le propos, Jules, comment est-ce que vous intervenez dans la chaîne de valeur pour un client? Donc nos clients, c'est les grands annonceurs mondiaux et français. Je vais pas en choisir un précisément, mais je vais prendre l'exemple d'un produit. On va dire une boisson. Un client a un objectif de faire connaître sa boisson, avec l'objectif ultime que les gens en achètent plus et en boivent plus. Nous, là où on intervient, c'est une fois que les budgets ont été globalement décidés entre la marque et son agence média, de savoir combien ils voulaient allouer à la télévision de façon générale. Ils viennent nous voir avec un brief en disant, voilà notre boisson, voilà notre cible, on veut toucher les 18-25 ans et notre produit a telle vertu, voilà l'ADN de marque, voilà notre création publicitaire. Donc ils ont déjà un spot télé en général qui a été fait par une agence de création publicitaire. Quelque chose en tête. Voilà, ils ont quelque chose en tête et ils viennent nous voir en disant, qu'est-ce qu'on fait de ce budget en télé et où est-ce qu'il faudrait diffuser cette campagne. Et nous, on va répondre grâce à notre approche agentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà eu des agents qui, chaque jour, catégorisent l'ensemble des programmes télé disponibles. Ok. On passe dans tous les catalogues de toutes les plateformes. Et on a lancé ça sur YouTube également. Donc, on va regarder toutes les plateformes, toutes les chaînes, tous les programmes. Alors, c'est pas nous qui le faisons, c'est nos agents qui vont regarder ces programmes télé, vont lire les sous-titres, les transcripts, regarder les acteurs, etc. Ça nous C'est un permet... gain de temps considérable parce que si c'était fait par l'humain, Voilà, j'imagine que donc ça ça, déjà, personne... Enfin, voilà, avant l'IA agentique, c'est très compliqué à faire à ce niveau d'échelle précision, ouais. et de précision, sachant que il y a des contenus qui sont rajoutés tous les jours sur toutes les plateformes. Et qu'on travaille à l'international et pas uniquement sur le marché français. On travaille dans plus de 15 pays, donc il faut qu'on fasse ça pour 15 pays. Donc on a d'abord catégorisé l'ensemble des catalogues télé, on va dire ça comme ça, ou des programmes télé de toutes les plateformes. Et ça nous permet de savoir, ok, dans tel programme, dans telle émission télé, dans telle série, dans tel film, dans tel sport, il se dégage telle valeur. Et ça va correspondre plutôt globalement à tel type de marque. Donc nous, on fait ce travail au quotidien. Et donc quand une marque de boisson vient nous voir, on va être capable d'avoir des agents qui vont aller regarder tous ces catalogues-là, extraire toutes les données et les signaux qu'on a, regarder ce qui se dit sur telle ou telle série, sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Et dire, OK, cet environnement-là correspond mieux à cet univers de marque et à ses objectifs de campagne et à cette audience. C'est plutôt cette audience-là qui va regarder ce type de programme-là. Et donc, on fait ce qu'on appelle un ciblage contextuel. C'est-à-dire qu'on va définir le meilleur contexte pour la marque. Et donc, on va faire une recommandation en disant c'est telle plateforme qu'il faut utiliser, c'est tel programme et c'est telle chaîne télé. Et voilà l'allocation du budget qui est recommandée entre les différents environnements. Cette allocation-là, elle est faite également par des agents IA qui vont, par rapport aux performances passées, être capables de faire une recommandation. Parce que la troisième partie du volet, c'est la partie mesure de l'efficacité. On a des agents qui vont aller récupérer les données d'efficacité. Et voilà, et du coup, c'est l'objectif ultime de toute marque quand elle fait ça, c'est soit de juste augmenter la notoriété de marque, que les gens, quand ils pensent à une boisson dans un contexte, je sais pas, rafraîchissant par exemple, ils pensent à celle-ci en ce qu'on appelle top of mind, tout de suite en spontanéité. Tiens, j'ai soif, je veux une boisson sucrée, c'est laquelle qui me vient en premier. Ça peut être un objectif. Il y a d'autres objectifs qui vont être plus ce qu'on appelle bas de funnel, qui vont être juste de dire
quand je rentre dans le magasin et que j'ai devant moi un étal de différentes boissons, c'est celle-ci que je veux choisir en premier. Et quand vous dites mesure l'efficacité, est-ce que c'est aussi le reach, c'est-à-dire combien de personnes ça peut Exactement. toucher? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui Exactement. rentre en compte? Il y a une formule en publicité qui dit que les outcomes, donc les résultats, c'est le reach multiplié par la résonance. Donc ça, c'est 2 critères sur lesquels on travaille beaucoup. La résonance, c'est l'adéquation entre le message publicitaire, l'état d'esprit dans lequel on est et le contexte. Et le reach, c'est le nombre de personnes qu'on va toucher. Et Donc ça, il faut c'est quelque toucher. chose qui est mesurable chez vous. Exactement. Donc c'est savoir combien de personnes on a touché et quand on les a touchés, est-ce que le message leur a parlé? Et c'est toucher les bonnes personnes, en toucher beaucoup, véhiculer le bon message de la bonne façon avec les bons formats publicitaires qui amènera des résultats pour nos clients. Et donc, on a des agents qui vont mesurer ces résultats et faire ce qu'on appelle une boucle d'apprentissage et dire, OK, c'est ça qui a le mieux marché, donc on va surpondérer dans les prochaines activations tel ou tel emplacement publicitaire. Voilà ce qu'on fait. Et on fait une activation aussi avec des formats qui sont natifs, c'est-à-dire qu'en général, le client vient nous voir avec un format publicitaire qui est un spot de 20 secondes. Et sur un spot de 20 secondes qu'il a fait en télé linéaire, nous, on va pouvoir s'adapter aux plateformes de streaming. Il y a plein de nouveaux formats qui émergent et on va, par exemple, avoir des formats qu'on appelle en home screen, donc en écran d'accueil de votre plateforme. Quand vous arrivez, vous allez pouvoir avoir un format publicitaire. Quand vous faites pause, vous avez un format publicitaire. Donc, c'est tous ces habillages-là qui permettent aux plateformes de streaming de proposer des abonnements gratuits ou moins chers, financés en partie par la publicité, et aux utilisateurs maintenant d'avoir un accès à plein de plateformes parce qu'elles sont beaucoup moins chères qu'avant et parce qu'il y a de la publicité. Et voilà. Et donc, nous, on utilise tout le catalogue de formats possibles et on va permettre aux annonceurs de faire les déclinaisons de ces formats publicitaires pour ensuite tirer le meilleur parti de chaque plateforme et de leur capacité. Très clair, brillant. Merci. Alors, on a parlé de votre appétence à aller conquérir de nouveaux marchés. Vous récidivez aujourd'hui puisque Horizon est né en France. Oui. Vous avez pris la décision de partir rapidement aux États-Unis. Pourquoi ce choix d'aller plus vite, plus loin, de viser plus grand? On parlait du UK tout à l'heure et de Londres, du Royaume-Uni. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que le marché européen, qui est un très beau marché, reste un marché fragmenté. Et la complexité, quand on a peu de moyens, comme une entreprise comme la nôtre, qui a que 2 ans, et on a beau avoir une belle croissance, on reste avec des moyens limités. On va y revenir quand même, parce que tout est relatif. On reste avec des moyens limités, en tout cas. Et c'est vrai que ouvrir plusieurs marchés est assez compliqué. Ouvrir les US, c'est pas facile. Mais ça reste un marché unifié et un marché énorme. Et donc, l'objectif, c'était le plus tôt possible de nous confronter au marché US pour essayer d'aller capter ce marché-là avant que d'autres le fassent, premièrement. Mais c'est aussi le marché où les usages sont en général en avance sur les autres marchés, et notamment dans la téléconnectée. C'est là-bas que sont apparues les plus grandes plateformes de streaming dont on parlait tout à l'heure. Et donc, quand on est aux États-Unis, on est tout de suite confronté aux besoins du marché américain, qui est le plus gros, qui est en général le plus avancé. Et donc, ça permet d'aller plus vite et d'être toujours dans l'anticipation de ce qui se passera partout ailleurs. Mais notre objectif, avant tout, c'est de conquérir le marché américain. C'est pour ça que j'ai déménagé là-bas. Alors, Martin Sorel a investi dans Horizon. C'est un géant de la publicité. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça renvoie aussi comme message au grand public? Qu'est-ce qu'il a perçu chez Horizon que d'autres n'auraient pas perçu? C'est vrai que... on dit souvent l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on lève de l'argent, c'est important de savoir avec qui on veut s'associer. Parce que c'est pas juste de prendre un chèque d'investisseur et ensuite se tenir au courant quelques années plus tard. C'est vraiment une relation professionnelle qui se construit dans la durée. On a eu la chance de faire notre série A de 10 millions de dollars avec comme lead investisseur Sir Martin Sorrell, qui est le fondateur de WPP, qui est la plus grande agence publicitaire mondiale, le premier à avoir créé ce modèle d'agence publicitaire. Et sa connaissance du marché, des médias, son anticipation de comment les marchés vont évoluer nous sera forcément utile. C'est un fonds d'investissement qu'il a créé spécialisé dans notre secteur. Et donc, l'objectif, c'est de continuer à grandir pour nous sur le marché américain, mais de façon globale, et continuer à anticiper l'évolution de ce marché. Et quand on a à nos côtés un grand monsieur de la publicité, c'est forcément toujours mieux. Et ce qu'il a vu en nous, je pense, c'est cette notion-là de neutralité dans la prise de décision qui est nécessaire. Il connaît mieux que personne le marché des médias.
Horizon crée cette couche de décision au-dessus des différents acteurs de la mesure, de l'activation et les différentes plateformes, qui est neutre par rapport aux agences, qui est neutre par rapport aux différentes plateformes d'achat. Et il y a un vrai besoin dans notre marché, notre écosystème actuel, et notamment avec l'émergence de l'IA agentique appliquée à la publicité. Il y a besoin de cette neutralité-là et de créer des modèles dédiés à la prise de décision dans l'achat publicitaire et spécialisés sur la verticale télé. Encore une fois, c'est le meilleur canal de marketing et c'est celui qui a la plus forte croissance et c'est celui qui aura la plus forte croissance dans les années à venir. Quel conseil vous donneriez au Jules qui lançait sa première entreprise? Une entreprise, c'est pas seulement un produit. Et ça, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Ouais. C'est pas seulement une solution. Quand on crée une entreprise, en fait, on résout un problème. Et donc, je pense qu'il faut tomber amoureux du problème qu'on résout Mhm. et être prêt à faire évoluer les solutions à ce problème et les produits. Parce qu'une entreprise, c'est pas un sprint sur 2 ans. Une entreprise, c'est dans la durée qu'on l'a créée. C'est comme ça qu'on crée les plus beaux succès. Et donc, je dirais oui, c'est pas tomber amoureux du produit, mais tomber amoureux du problème qu'on résout et savoir que la façon dont on le résout pourra être amené à évoluer ensuite avec son entreprise. Vous dites aujourd'hui vouloir construire le cerveau de la télévision connectée. Ça ressemblerait à quoi ce marché dans 5 ans? Le marché de la publicité télé aux États-Unis, c'est 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, 50% de l'audience télé aux États-Unis est regardée en télé linéaire ou cable television et 50% est regardée sur les plateformes dont on parlait. 70% de l'investissement télé est toujours sur la télé linéaire. Donc, on voit qu'il y a un décalage entre la télé linéaire et la CTV. Donc, déjà, dans 5 ans, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir résolu les principaux freins qui font que la télé streaming, la télé connectée, est sous-investie par rapport aux autres médias. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que ces centaines de milliards qui sont investis en télévision le soient de la meilleure façon, qui est le moins de gaspillage publicitaire, et que les messages soient délivrés dans les bons environnements. Voilà, donc le cerveau, c'est celui qui est capable d'analyser beaucoup de données, de prendre des décisions, de les recommander aux humains pour qu'ensuite leur travail soit facilité et qu'ils puissent se concentrer sur la stratégie média et pas juste sur l'exécution. Vous défendez une autre idée, c'est que les startups européennes peuvent transformer leur manque de moyens en avantage concurrentiel. Dans quel sens? Je pense déjà que, ayant vécu au Royaume-Uni, habitant aux États-Unis, je voudrais quand même rétablir quelque chose. Le succès des entreprises américaines ne vient pas forcément du fait qu'ils sont plus brillants ou plus évolués que les Français ou les Européens. Ce qu'on note, c'est l'accès aux capitaux. Donc, C'est quelque chose qui effectivement, revient souvent. ça Ouais, revient on beaucoup. me le dit souvent. Et on a un même stade de développement entre nous qui avons été lancés en France et une autre entreprise qui aurait cherché à faire la même chose lancée aux États-Unis. Elle aurait probablement levé 2 ou 3 fois plus d'argent que nous. Donc déjà, il faut savoir que quand on se lance en France, et c'est un peu le cas dans tous les pays européens, on a moins d'accès aux capitaux que les Américains. Et donc effectivement, on doit faire avec moins. Et je pense qu'on l'a tous intégré dès le départ. C'est ma 3e entreprise dans ce secteur-là. Et j'ai eu l'habitude de créer des entreprises internationales, mais du coup, avec peu de moyens. Et donc au début, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très bon sur l'innovation produit. Ça veut dire qu'il faut avoir des boucles d'apprentissage très rapides aussi. C'est l'avantage du B2B. On est tout de suite en face de ses clients et on peut tout de suite, très vite leur demander ce qu'ils pensent de notre produit. Et donc avant même de lancer un produit, on peut faire sans aller même au proof of concept ou ce qu'on appelle le minimum viable product, on peut déjà faire une présentation de ce que sera le produit, leur demander ce qu'ils en pensent et si ça se passe bien, le développer. Donc c'est déjà, je pense, dans la boucle d'apprentissage, dans l'anticipation de ce qu'on va développer, il faut être très agile. Il faut développer uniquement ce qui est nécessaire, ce qui est différenciant, et pas redévelopper des choses soit dont les clients n'ont pas besoin ou qui ne répondent pas à leurs problèmes, soit des choses qui existent déjà par ailleurs. Et Il faut donc, être c'est ce meilleur et qu'on... plus efficace. Il faut être meilleur, plus efficace, facile à dire. Mais c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'avec des équipes réduites, on peut aujourd'hui se confronter au plus gros du marché. C'est cette agilité-là qu'on doit tous retrouver dans nos équipes. L'IA aujourd'hui nous aide beaucoup. Nous aide à shipper, comme on dit, des produits plus rapidement, à faire des évolutions de produits beaucoup plus vite. Et on n'est pas les seuls à avoir accès à l'IA. Donc c'est toujours être à la pointe de ce qui se fait pour le faire plus vite que les Alors, autres. vous avez dit les plus gros du marché. Alors justement, comment, quand on est une start-up française, on s'attaque aux plus gros du marché? Je pense aux grosses plateformes dans Ouais. différents pays, puisque vous visez plusieurs marchés. Oui. Comment ça se passe?
C'est toujours l'enjeu. Alors j'ai la chance d'être dans ce secteur depuis un moment et d'être associé à des gens qui le sont aussi. Donc on a aujourd'hui un accès, privilégié à nos interlocuteurs chez les grosses plateformes, chez les gros annonceurs. Il y a 15 ans, c'était pas le cas. Ce qu'il faut, savoir, c'est que ce que les gens vont venir chercher, c'est la différenciation et ce qui résout le plus simplement leurs problèmes. Et donc, c'est de se spécialiser dans quelque chose que les autres ne font pas, encore une fois. C'est ce qu'on a fait il y a 15 ans quand on était sur le mobile, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en étant sur la CTV. On est un Précurseur. expert de la CTV, voilà, et on résout le problème de prise de décision dans l'allocation des budgets télé de façon très claire et très précise pour nos clients. Ça, c'est le premier élément, c'est d'avoir une offre qui est très claire, très différenciée. Et c'est ce qui fait qu'on va être reçu par les plus gros acteurs. Aujourd'hui, l'analyse des programmes et des catalogues des plateformes télé, il n'y a que nous qui le faisons. Donc, quand on travaille avec les grosses plateformes, on amène quelque chose qu'eux ne font pas, et on amène une impartialité, une neutralité, puisqu'on le fait sur l'ensemble des plateformes de la même façon. Et donc, on rend un service à nos clients en leur disant, voilà, c'est telle plateforme, tel programme qui correspond le mieux à telle campagne. Et parfois, pour un autre client, ce sera l'inverse, ce sera une autre plateforme. Donc, c'est d'être neutre et de travailler pour le compte de nos clients. Donc déjà, je dirais que le premier élément, c'est de savoir qui est son client. Surtout quand on est dans une marketplace, c'est qu'on a deux types d'interlocuteurs. Nous, on a des partenaires qui sont les plateformes médias et on a des agences et des annonceurs. Nos clients, c'est les annonceurs et leurs agences. Et on résout un problème pour eux. Une fois qu'on a leur confiance, c'est là qu'on a un budget télé à louer, et c'est ensuite qu'on peut travailler avec les plus grosses plateformes. Mais c'est un peu l'œuf et la poule. C'est toujours compliqué de convaincre une plateforme tant qu'on n'a pas de gros annonceurs, et de convaincre un gros annonceur tant qu'on n'a pas de grosses plateformes avec lesquelles on travaille. Ça se fait petit à petit. On travaille avec des premiers annonceurs qui nous font confiance, qui ne sont pas forcément ni les plus prestigieux, ni les plus gros budgets. Pareil avec nos partenaires. Et petit à petit, on le fait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on peut travailler dans plus de 15 pays. On travaille avec tous les acteurs. Il n'y a aucun logo en termes de plateforme avec qui on ne travaille pas. Et on a travaillé avec plus de 100 annonceurs dans une liste qui est parmi le top 500 des marques les plus prestigieuses et plus grosses et qui ont les plus gros budgets publicitaires. Et voilà, c'est ce qui fait que nous, petite entreprise de moins de 30 personnes, on est capable de travailler avec les plus gros acteurs du monde. Donc, on peut être français et y arriver. On peut être français et y arriver, bien sûr, bien sûr. Ce serait dur de se dire le contraire. Merci beaucoup, Jules, pour cet éclairage et votre vision partagée dans Future Leaders. Merci à vous.